Bonjour à tous et merci aux organisateurs pour m'avoir invité et pour votre accueil chaleureux. Ça commence toujours dans un restaurant, je trouve ça très agréable. Je trouve que c'est particulièrement intéressant d'avoir choisi cette thématique pour nous inviter à réfléchir, parce que je pense que des réunions comme celle-ci, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, le seul souhait qu'on puisse avoir, c'est qu'en sortant, on se pose plus de questions qu'en entrant, parce que je pense que si vous attendez des réponses simples à des questions complexes, vous pouvez repartir tout de suite. La fin de vie dans les établissements pour les personnes adultes handicapées, c'est un travail que nous avons conduit au titre de l'Observatoire national de la fin de vie l'année dernière. Peut-être je vous renvoie aussi à quelques... Il y a peu de choses à dire finalement sur comme tu le disais, sur ce champ-là. Je vous renvoie quand même à quelques travaux qui sont à mon avis un peu incontournables ces dernières années. Ça fait pas longtemps qu'on commence à s'intéresser à ces questions-là. Je vous en parlais tout à l'heure. On avait mené, j'ai eu l'occasion de coordonner le programme national de développement des soins palliatifs entre 2008 et 2012 au ministère de la Santé, et on avait fait travailler le CREDOC, qui est un organisme de recherche en sociologie. On lui avait fait mener une étude en 2008 sur, entre autres, le développement, la réalité en 2008 du développement de la démarche palliative, de la culture palliative dans les établissements médico-sociaux et en particulier dans les établissements pour personnes handicapées. Peut-être je pourrais vous le repasser, ce document, si ça vous intéresse. Il est assez court. Il y a bien sûr le rapport de la mission Jacob en 2012, qui est à mon avis un incontournable. Je vous invite à lire aussi rapidement ou à parcourir le rapport qui a été fait par Patrick Gohet à la demande de la précédente ministre des Personnes âgées en 2013, qui porte sur le vieillissement des personnes handicapées et qui montre combien toutes ces questions rencontrent une obligation pour nous, qui est celle de repenser nos rapports entre nous, de repenser l'organisation de notre système de santé. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à lire, parce qu'il n'y a pas grand-chose du coup, et moi je vais peut-être essayer de vous résumer. Alors je ne vais pas vous donner des chiffres, puisque le rapport de l'Observatoire sur la fin de vie dans les établissements pour personnes handicapées, il est consultable, téléchargeable, je peux vous le repasser, etc. Je ne veux pas vous abreuver de chiffres, parce que ce n'est pas les chiffres qui sont peut-être importants pour notre réunion, c'est ce qu'on peut en faire de ces chiffres qui me semblent importants à commenter. On pourrait dire effectivement, quand on a mené cette étude, qui est une grosse étude par rapport à ce qui a déjà été fait dans le passé, on s'est adressé à l'ensemble des maisons d'accueil spécialisées, l'ensemble des foyers pour adultes handicapés, des foyers d'accueil médicalisés en France, ce qui représente, je ne sais plus exactement, mais quand même 1280 structures. Et on a mené une enquête avec des représentants de ces centres. L'enquête a été élaborée avec des personnels et des responsables de ces centres. On a eu un taux de réponse relativement important pour ce genre d'enquête, puisqu'on avait à peine plus de 50% de réponses. Et on a une représentativité qui a été vérifiée en termes régionaux, en termes de taille des établissements qui ont répondu. Donc l'enquête sur laquelle je base ma réflexion est, à mon avis, quand même une véritable référence dans ce domaine. Alors, ce qui avait guidé nos pas à l'époque pour conduire une enquête sur la fin de vie auprès des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées, c'était qu'il nous semblait, au titre de l'Observatoire, qu'on avait là un modèle de réflexion pour notre société qui concentre toutes les difficultés, en quelque sorte. Modèle de réflexion parce que, d'une part, les personnes handicapées sont une part invisible dans notre société, qu'on a tendance j'allais dire presque à enfermer, en tout cas à ne pas médiatiser. On aime beaucoup la médiatisation, mais pas pour ce qui nous dérange. Vous avez remarqué, c'est pareil pour les personnes âgées, on montre assez peu la réalité de ce qui se passe. On en discutait hier soir dans les EHPAD.
Et là, on voit assez peu à la télévision des personnes handicapées. On va assez peu à la rencontre des gens qui sont dans les maisons d'accueil spécialisées, par exemple. Pourtant, ce sont des personnes, que je sache. Donc, éclairer une zone d'ombre qui est confrontée à des problématiques qui sont quand même particulières. C'est le vieillissement des personnes handicapées. Et qui dit vieillissement dit confrontation plus fréquente avec la question de la maladie des personnes handicapées. Et qui dit confrontation au vieillissement et à la maladie des personnes handicapées dit confrontation à la question de la mort. Et puis on était intéressé de mener une étude là-dessus, d'une part parce que c'est un modèle de réflexion, d'autre part parce qu'il y a assez peu de données. Et puis je fais référence à cette étude que nous avions confiée en 2008 au CREDOC, qui montrait qu'on était dans des paradigmes de fonctionnement complètement différents entre le champ sanitaire et le champ médico-social. Ce rapport du CREDOC avait bien montré que dans les structures pour adultes handicapés, on avait des atouts assez importants pour pouvoir mener un accompagnement des personnes confrontées à la question de la fin de vie. C'est une disponibilité à l'accompagnement qui nous semblait être importante, une culture du travail en équipe qui est alors en tout point opposée à ce qui existait dans les établissements sanitaires, des travaux qui étaient toujours centrés sur des projets de vie qui nous semblaient intéressants, mais ce qui était en négatif dans les établissements médico-sociaux qui accueillent des personnes handicapées, et en 2008, on avait été d'ailleurs assez surpris de voir combien la question de la fin de vie était perçue dans les enquêtes qui avaient été faites par le CREDOC comme une question médicale. Mais c'était à l'image aussi du rapport que notre société entretient avec la fin de vie. Notre société française a particulièrement tendance à considérer la fin de vie comme une question médicale. C'est une question sociale, sociétale. En tout cas, le résultat était que finalement la fin de vie était confiée aux établissements et aux personnels qui travaillent dans les établissements sanitaires. Et il y avait une véritable réticence des professionnels de ces établissements à la confrontation à la question de la mort et à la réalité de la mort. Donc il nous a semblé important, ça c'était en 2008, on s'est dit en 2013, on va essayer de voir un peu ce qu'il en est advenu, puis on en profite pour faire le travail du CREDOC avait été un travail qualitatif, un travail de recherche qualitatif, et là on a mené une enquête à plus grande échelle. Donc qu'est-ce qu'il en était en 2013 autour de la fin de vie dans les établissements pour personnes adultes handicapées? D'abord que, pour certains, la question de la fin de vie peut paraître négligeable si on se réfère au nombre de personnes qui meurent dans les établissements pour personnes handicapées. Il y a assez peu de décès dans les structures pour adultes handicapés. On dit qu'un résident, en moyenne, meurt chaque année dans chaque structure qui accueille des personnes. Alors je parle des masses et des femmes, c'est là-dessus qu'avait porté notre enquête. Donc c'est peut-être pas beaucoup, et est-ce que ça mérite qu'on y réfléchisse autant que cela? Oui, parce que d'abord, sur ce 1 résident, il y en a la moitié, enfin si je peux dire les choses comme ça, qui décède à l'hôpital, qui ne meurt pas dans la structure où il était. Et puis surtout, si on s'intéresse à la fin de la vie ou à la question, la difficile question de la fin de la vie, on s'aperçoit que ça touche beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans des structures pour adultes handicapés. Il y a une croissance presque asymptotique du nombre de personnes adultes handicapés en établissement, qui sont confrontés à la question de la maladie grave. Et ce qui apparaît au terme de ces réflexions comme une particulière difficulté avec les personnes adultes handicapées, c'est d'abord de voir, lorsqu'il en est temps, la maladie, de pouvoir la repérer, puisque les signes ne sont pas les mêmes en dehors de cette population. Les manifestations de la maladie
ne sont pas les manifestations de la même maladie chez les personnes qui ne sont pas handicapées. Difficulté également de voir la douleur et la souffrance que ressentent ces personnes. Parce que les manifestations de la douleur et de la souffrance chez des personnes handicapées ne se traduisent pas de la même manière que les manifestations de la douleur et de la souffrance chez les personnes qui ne présentent pas de handicap. Et arriver à définir le début de la fin de la vie, quand est-ce qu'on parle de fin de vie chez une personne handicapée, déjà, pour nous, ça reste quelque chose de difficile, mais là, pour le coup, c'est encore plus difficile. Donc on mesure toutes ces difficultés, et ce qui fait que finalement, des professionnels dans des établissements peuvent avoir le sentiment de ne pas être confrontés à cette réalité-là. Puisque quand on les interroge, la moitié d'entre eux, globalement, disent ben, « nous, ce n'est pas une question qui nous concerne beaucoup ». Et quand on regarde la population qui est en charge des établissements concernés par l'enquête, on s'aperçoit que il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ce qu'on pourrait qualifier, nous, d'une démarche, la nécessité d'une démarche palliative. Alors, premier point sur lequel moi j'aimerais bien qu'on réfléchisse, c'est le constat que nous faisons dans cette enquête qu'un peu plus de la moitié des résidents qui sont en fin de vie vont mourir à l'hôpital. On peut considérer, et pour le coup, le verre à moitié vide ou à moitié plein, puisque c'est moite-moite, on peut dire qu'il y a moitié des personnes qui finissent donc leur vie dans un établissement qui leur est familier, avec des personnes qui leur sont familières, des repères, et on peut considérer que finir sa vie dans un établissement où on vit, entre guillemets, c'est quelque chose qui, pour le principal intéressé, est probablement moins source d'angoisse que de finir sa vie, qui est déjà une source d'angoisse, et de la finir en dehors de tout repère. C'est ce qui se passe quand on hospitalise donc la moitié des personnes à la fin de leur vie. Et du coup, si on regarde, là il y a un petit peu plus d'études, mais pas terrible non plus, ce qui se passe pour les personnes provenant des maisons d'accueil spécialisées ou des foyers d'accueil médicalisés qui viennent finir leur vie à l'hôpital parce qu'ils sont malades et qu'il ne s'agit pas pour moi de dire qu'il n'y a aucune raison d'hospitaliser les gens. Hein. Je dis simplement que si on regarde du côté de l'hôpital ce qui se passe, ben c'est très inquiétant. Mais vous le savez probablement. Vous le savez probablement parce qu'un élément très positif qu'on voit dans l'enquête, c'est que lorsqu'une personne adulte handicapée est hospitalisée, et en l'occurrence en fin de vie, puisque c'était notre sujet, elle est accompagnée par les personnes qui s'en occupent habituellement, les travailleurs sociaux qui accompagnent ces personnes, sauf qu'elle est accompagnée, mais l'accompagnant est assez peu écouté. Sa parole est assez peu prise en compte, alors que l'accompagnant connaît tous les petits signes qui signifient quelque chose. L'accompagnant est souvent le porte-parole de la personne handicapée, surtout lorsqu'il s'agit de polyhandicapés, et il est capable d'expliquer les codes à des médecins, des infirmières qui, eux, ne saisissent pas dans les manifestations qui peuvent apparaître comme des troubles du comportement, qui troublent justement, qu'il s'agit d'un mode d'expression. Le résultat que l'on constate lorsqu'on travaille sur qu'est-ce qu'il advient des personnes polyhandicapées, par exemple, lorsqu'elles sont hospitalisées à la fin de leur vie, c'est qu'on n'est pas loin parfois de situations de maltraitance. Puisque ces personnes qui sont en tout point différentes, on pourrait considérer que parce qu'elles sont en tout point différentes, elles sont en tout point riches, mais comme elles sont en tout point différentes, elles sont souvent un peu marginalisées, plus encore. Elles sont parfois immobilisées parce que leur mode d'expression étant parfois le mouvement ou les cris. On peut arriver à une espèce de sédation du mouvement et du cri, qui sont les seuls modes d'expression de ces personnes. Donc on a de quoi, de notre point de vue, être relativement inquiet de ce qu'il advient de personnes particulièrement vulnérables, dont on dit qu'il faut particulièrement s'occuper, lorsqu'on considère qu'elles finissent leur vie dans des conditions qui ne sont pas dignes du XXIe siècle. Alors pourquoi est-ce qu'on les hospitalise? Alors je pense que si on a essayé de comprendre pourquoi il y avait cette difficulté à maintenir, alors que l'on est dans une situation de fin de vie, la personne dans un milieu qui lui est familier, qui fait sens de mon point de vue,
Une première explication tient au fait que les personnes qui décèdent et qui étaient institutionnalisées dans des établissements pour personnes, pour adultes handicapés, leur fin de vie apparaît comme soudaine et imprévue. 40% des décès dans les établissements pour personnes adultes handicapées apparaissent, dans l'analyse que nous en avions faite, comme tout à fait inattendu et soudain. Ce qui est beaucoup par rapport, par exemple, aux travaux qu'on a menés en miroir dans les EHPAD, hein, par exemple. Par rapport à ce que je vous disais précédemment, je vous disais la moitié des personnes en fin de vie des établissements pour adultes handicapés sont hospitalisées finissent leur vie à l'hôpital. Chez les personnes âgées des EHPAD, c'est 25% seulement. Là, en plus, 40% des décès sont décrits comme inattendus, surprenants. 10% du côté des EHPAD. Je pense que ça tient au fait qu'il est, comme je vous le disais, probablement extrêmement difficile de diagnostiquer la maladie, de diagnostiquer la souffrance, de caractériser quelque chose qui apparaît au moment où ça bascule, en quelque sorte. D'où toute la réflexion que nous devons avoir sur comment introduire une culture de l'observation qui nous permette d'anticiper par des petits signes ou des petits changements de signes, quelque chose qui, dans la vie de la personne, indique probablement une rupture avec ce qui se passait avant. Ce qui nous surprend aussi, c'est la rareté, même si ça évolue, me semble-t-il, favorablement, mais la rareté encore des collaborations entre les établissements de type maison d'accueil spécialisée, foyer d'accueil médicalisé et des structures sanitaires. Alors, quand je dis la rareté, ne voyez pas de jugement dans mon propos, hein, j'essaie d'être, comment dirais-je, factuel par rapport aux données de cette étude et d'interroger tout cela. On fait assez peu appel aux équipes de soins palliatifs, dont certaines s'appellent des équipes mobiles, donc par définition susceptibles de bouger. Et qui plus est, financées, je peux en témoigner puisque c'était une des responsabilités que j'avais eues lors de ce programme national de développement des soins palliatifs, et qui plus est, ont eu un renfort ou un renforcement du financement pour aller en direction des établissements médico-sociaux. Assez peu de collaboration en direction du monde du handicap. Alors, il ne s'agit pas de culpabiliser quiconque, ce n'est pas le propos. Hein. L'idée, c'est de se dire c'est comme ça, il faudrait que ça puisse évoluer. Parce qu'on peut se tourner du côté des équipes mobiles, on peut être surpris de voir que ces équipes qui ont été financées pour développer des coopérations ne développent pas suffisamment ces coopérations. Les résultats que je vous donne sont des résultats au plan national, c'est une moyenne au plan national. Il est bien évident qu'en Bretagne, tout est différent. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir les résultats de ce qui se passe en Bretagne, vous l'avez certainement peut-être, je peux vous renvoyer le tableau de bord de ce qui se passe en Bretagne par rapport à cette enquête et vous situer par rapport à la moyenne nationale. Je crois, pour avoir regardé rapidement ce matin, que vous êtes dans la moyenne. Donc, je reprends mon propos. Peu de collaboration. Pratiquement pas en fin de vie. En fin de vie, alors que c'est quelque chose qui, de mon point de vue, devrait, dans les années à venir, être beaucoup mobilisé, pratiquement pas d'appel, et je crois justement, particulièrement en Bretagne, dans ce que j'ai vu, d'appel aux services d'hospitalisation à domicile, pour qu'ils interviennent dans les établissements pour personnes âgées, pour adultes handicapés, pardon. Pourtant, cette fois, je pense qu'on a un petit peu de recul autour de tout cela, l'intervention des services d'hospitalisation à domicile dans ces établissements est un facteur de maintien dans l'établissement avéré. Alors, à la décharge des uns et des autres, c'est que cette possibilité est administrativement réelle depuis, je crois, une circulaire de 2012, si je ne m'abuse. Donc c'est assez récent, donc on peut comprendre que cette culture ne soit pas développée, puisqu'elle est en mouvement, me semble-t-il. Mais si j'en parle, c'est que j'ai tendance à dire qu'il faut ne pas oublier d'utiliser ce qui existe, les équipes mobiles, les services d'HAD, pour essayer, non pas de déplacer la personne qui souffre vers des
compétences sanitaires, mais plutôt déplacer les compétences vers la personne qui souffre, permettant à cette personne de rester dans ce qui est probablement le plus important pour elle, sur le plan systémique, c'est-à-dire son milieu. Le changement du milieu est probablement la pire des perturbations qu'on puisse créer autour de tout cela. Alors il y a quelque chose aussi qui nous est apparu comme une explication à cette forte médicalisation de la fin de la vie, ou cette forte hospitalisation des personnes handicapées en fin de vie. Et là, on retrouve aussi quelque chose qu'on avait constaté dans l'enquête sur les EHPAD, sur la fin de vie dans les EHPAD, c'est qu'il y a un nombre important d'hospitalisations en fin de vie qui se font en fait la nuit. Et elles se font la nuit parce que ce n'est pas possible de faire autrement. Il y a très peu d'établissements qui disposent d'une infirmière de nuit, donc d'une dimension sanitaire en quelque sorte, susceptible d'apprécier la nécessité ou d'appeler des médecins. On a montré, comme dans les EHPAD, peut-être c'est moins marqué quand même que dans les EHPAD, mais que la présence ou la mise à disposition d'une infirmière de nuit dans les établissements où se trouvent des personnes qui sont en situation de fin de vie réduit très significativement le taux d'hospitalisation. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse dans chaque région, dans chaque organisation. Alors, il faut faire avec les moyens qu'on n'a pas, vous le savez bien. Hein, on ne peut pas créer des postes puisqu'il n'y a plus de sous. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais... En tout cas, voilà, il faut aujourd'hui faire preuve d'inventivité, de créativité, et puis peut-être déplacer des budgets. Moi, pour les personnes âgées, on a été quand même très choqués de constater le nombre de décès de personnes âgées dans les services d'urgence. Dans les services d'urgence, de 8500 personnes âgées meurent dans les services d'urgence, dans les 48 heures qui suivent leur admission, en provenance d'EHPAD. On n'a pas fait ce calcul-là pour les personnes adultes handicapées, mais je pense qu'on est dans le même type de rapport, c'est-à-dire qu'effectivement, faute de moyens ou faute d'organisation, on finit par avoir des résultats qui sont... Vous vous rendez compte, c'est la pire des choses qui puissent exister. Un urgentiste qui est confronté à la question de l'accompagnement. Ne vous méprenez pas sur mon propos, hein. Je ne dis pas que les gens ne sont pas capables de le faire, c'est simplement que le paradigme de fonctionnement des urgences n'a rien à voir avec celui de la nécessité de l'accompagnement, du calme, de la sérénité, etc. Donc ça, c'est un point, à mon avis, extrêmement important. Il me reste 5 minutes, c'est ça ? Ouais. Donc ce qui me... Dernier point peut-être qui me semble important à nommer, on a essayé de regarder aussi, je vous en parlais ce matin, ce que la formation peut produire. Qu'est-ce qui se passe lorsque certains conseils généraux, certaines agences régionales de santé ont décidé de prioriser des actions et de faciliter et de financer des actions de formation en direction des personnels des maisons d'accueil spécialisées et des foyers pour adultes handicapés. Qu'est-ce qui se passe quand ces formations sur la question de la place de la fin de la vie dans ces établissements, sur le rapport à la mort, sur qu'est-ce que soigner veut dire dans ces situations-là, sur comment on travaille en interface avec le champ sanitaire. On a une réduction considérable du nombre d'hospitalisations lorsque les gens sont formés. Remarquez, c'est une évidence que je vous dis, j'enfonce des portes ouvertes en vous disant cela. Mais quand vous croisez l'action conjuguée de la formation, la mise à disposition d'infirmières de nuit, quand vous conjuguez cela avec la mobilisation également des ressources, des structures ressources dont je vous parlais, vous avez une réduction très significative du taux d'hospitalisation des personnes en fin de vie, ce qui les ramène à un taux, à mon avis, qui est de l'ordre de 20%, c'est-à-dire l'inévitable, enfin, dans des situations un peu aiguës. Hein. Donc on voit bien là les leviers qui sont possibles à actionner pour améliorer les choses. Je dis améliorer les choses parce que une de nos surprises en regardant les résultats de cette enquête, c'est l'incroyable disparité interrégionale. Parce que quand je vous donne des résultats moyens,
comme je vous le disais, hein, c'est tout sauf la Bretagne. Et j'aurais dit la même chose si j'étais en Languedoc-Roussillon ou en Franche-Comté, au hasard des régions, naturellement. En réalité, d'une région à une autre, d'une région voisine à une autre, ce que je vous dis, les chiffres ne sont pas du tout les mêmes. Donc, en d'autres termes, l'égalité d'accès aux soins palliatifs au sens large du terme, à une démarche palliative, à une démarche de réflexion éthique, l'égalité d'accès à ce que recouvre le terme de soins palliatifs n'existe pas. Il y a un gradient nord-sud qui est incroyable. Au nord, on hospitalise beaucoup plus que dans le sud. Mais vous regarderez dans le document de l'Observatoire, même, on se demande pourquoi. Et tout ce que je viens de vous dire, quand on va regarder ce qui se passe et ce qui ne se passe pas en matière de collaboration, en matière de formation, en matière d'organisation des équipes, en particulier la nuit, il semble bien qu'on ait là les éléments d'explication des disparités interrégionales. Donc il y a lieu, à mon sens, dans chacune des régions, d'essayer de revoir cela. Je vais juste terminer mon propos, parce qu'on en discutait avec M. Morin ce matin, par une petite part de l'étude qui me semble importante de vous révéler. On a, dans l'enquête qu'on a fait, interrogé les gens pour savoir comment ils abordaient cette question de la fin de vie avec les résidents. Hein, comment les professionnels abordaient cette question de la fin de vie, cette question de la mort, avec les résidents. Comment ils l'abordaient avec les résidents, comment ils l'abordaient avec les parents ou les proches de ces résidents. On est surpris, vous regarderez les résultats, je ne rentre pas dans le détail, de voir qu'on ne parle pratiquement pas avec les principaux intéressés de ce qui les concerne en premier chef. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la maladie, ou de ce qu'il peut, et encore moins de ce qu'il peut advenir de cette maladie que l'on sait ne pas pouvoir guérir, et encore moins de la mort. On n'en parle pas avec ceux qui sont les principaux intéressés. Par contre, on en parle beaucoup avec leurs proches. Ce diastasis, comme ça, ce hiatus entre ces deux réalités-là, force la réflexion sur un plan purement éthique. Est-ce qu'au seul motif que quelqu'un présente un handicap, il n'entend pas, il est sourd? Est-ce que le fait que quelqu'un puisse ne pas bien comprendre ce qu'on lui dit impose qu'on ne lui parle pas? Est-ce que finalement, ce n'est pas l'inverse que nous devrions tenter de faire? Je dis nous parce que nous sommes tous dans ce cas de figure. C'est exactement les mêmes constats que ce qu'on fait auprès des personnes âgées dépendantes. Moins quelqu'un comprend, plus il faudrait qu'on lui explique. Enfin, ça me semble presque logique, mais moins nous lui parlons. Et moins nous parlons à la personne de ce qui la concerne au premier chef, et plus nous parlons aux proches de ce qui les concerne moins, puisqu'il faudrait presque l'autorisation de celui qui est concerné pour en parler à ceux qui le sont moins, moins nous créons la possibilité que les proches, entre eux, se parlent. Je ne sais pas si mon propos est clair. Et ça, de mon point de vue, c'est un levier assez simple, encore une fois, à actionner, qui passe par la formation. Je termine juste, je vous jure que je termine cette fois, par des points de la loi française relative aux droits des malades et à la fin de vie. Presque zéro directive anticipée chez les personnes handicapées, presque zéro désignation de personnes de confiance. Peut-être que parce qu'ils sont handicapés, ils ne peuvent pas désigner, mais est-ce que vous pensez que tous les handicapés n'ont pas cette possibilité-là ? Je pense que nous avons là des outils qui ne sont pas utilisés et que nous devrions mobiliser. Désigner une personne de confiance, ou faire désigner une personne de confiance par le principal intéressé, ou faire réfléchir quelqu'un à des directives anticipées, ce n'est pas forcément lui faire écrire des directives anticipées, c'est lui parler. Vous verrez d'ailleurs dans la modification en cours, probablement, de la loi relative aux droits des malades à la fin de vie, que cette question des directives anticipées va devenir plus un objet de communication qu'un objet de pression juridique, en quelque sorte, même si l'un n'empêche pas l'autre. J'espère en tout cas que nous corrélerons dans la prochaine loi la dimension plus prégnante des directives anticipées à l'obligation qui serait faite aux médecins de parler aux principaux intéressés de leur maladie, de ce qu'il peut advenir de leur maladie, et des éventuels choix que la personne voudrait indiquer. Rester, je conclus, rester dans la capacité de parler et de dialoguer avec les principaux intéressés
de ce qui les concerne au premier chef, c'est considérer qu'il reste toujours une forme d'autonomie chez la personne, parce que de ce point de vue-là, on est un peu malmené par la loi. La loi dit, selon que la personne est en capacité ou pas d'exprimer sa volonté. Quand vous êtes malade, que vous soyez handicapé ou que vous ne le soyez pas, vous avez une altération de votre capacité à exprimer votre volonté. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, en fait, rien ne se passe comme c'est marqué dans la loi. Je considère personnellement qu'une personne qui présente par exemple une maladie d'Alzheimer évoluée, ou une personne qui a un polyhandicap, a encore quelque chose à exprimer. Elle ne l'exprime pas en le disant, mais elle l'exprime. Quand vous expliquez à une personne handicapée ce qui la concerne en termes de maladie grave, vous voyez devant vos yeux les personnes réagir à ce que vous dites. Certes, vous ne comprenez pas cette réaction, mais elles réagissent, ce qui veut dire qu'elles entendent et qu'elles intègrent quelque chose qui n'est pas probablement ce que nous intégrons, mais qui est quelque chose qui leur appartient. Ce qui veut dire que la communication est probablement l'ultime expression de l'autonomie de la personne. Je nous encourage à la mobiliser par respect, puisque le respect est au cœur finalement de nos pratiques. Je vous remercie.